Bonjour à tous, bienvenue dans Maths. Aujourd'hui, je reçois un invité que vous connaissez peut-être, vous l'avez peut-être déjà vu à la télé, vous l'avez peut-être croisé dans des cours d'assis, je ne sais pas. En tout cas, vous l'avez certainement déjà vu et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui Maître Alexandre Boutier. Bonjour Alexandre. Bonjour Mathéo. Je vous appelle Alexandre, je ne vous dis pas maître. Oui, on peut me se tutoyer peut-être? Oh bah écoutez, Parce que je te connais depuis tout petit. c'est vrai. Eh bah allez, on se tutoie, On se avec tutoie. plaisir. Merci Alexandre d'être sur le plateau de Maths aujourd'hui, ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir. Tu vas venir parler un petit peu de ta carrière, de ton métier. Tu es avocat pénaliste pour ceux qui ne le savent pas. Tu as défendu beaucoup de gens, des affaires plus ou moins connues, mais notamment évidemment celle du petit Grégory. Tu es actuellement l'avocat de la tante, hein, si je m'abuse. De la grande c'est tante, ça, de oui. la grande tante. Et donc tu vas venir nous raconter un petit peu ton parcours, ton métier, qu'est-ce que c'est, avocat, etc. Comment ça a commencé. Bref, tu vas nous raconter tout ça dans Maths. Alors Alexandre, la première question, comment est née cette vocation? Tu es parti faire la fac de droit, j'imagine. Alors déjà, c'est pas une vocation. Ah, Je suis né dans C1, je suis presque resté tout le temps dans C1. Il y a eu un faux pas de 2 ans du fait de mes parents qui sont partis à Metz, mais j'étais très jeune, je reviens et finalement, je passe un bac scientifique au lycée Jeanne d'Arc et très honnêtement, je ne sais pas ce que je veux faire. Voilà, j'étais parti pour des études scientifiques et j'ai pris 2 inscriptions parce qu'à l'époque, avec un bac, on pouvait tout faire. C'est un peu différent aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que j'avais pris l'inscription à la fac de pharma et à la fac de droit parce que la fac de droit menait deux un choses petit complètement peu différentes. complètement Ouais. différentes et la fac de droit menait, en tout cas, permettait d'arrêter avec un DUG à l'époque, donc un bac plus 2, un bac plus 3, on pouvait bifurquer. Et puis la fac de droit étant plus proche de chez moi et parce qu'il y avait aussi une jeune jolie fille dans l'histoire, eh bien, Ah, je me suis inscrit toujours. je me suis inscrit en fac de droit. Et là, effectivement, ça a été une révélation. En tout cas, ça m'a plu et j'ai traversé les années de la fac de droit, voilà, de la plus belle des façons, c'est-à-dire avec une vie étudiante bien remplie Bien rempli. et festive également. Très bien. Tu t'es vite orienté vers le pénal, ça a été quoi? Ça a été à travers les cours que tu avais à la fac de droit Alors, bien évidemment, le droit pénal est un petit peu le miroir aux alouettes pour les étudiants, mais ce n'est pas forcément la matière qui était ma matière de prédilection. Parce que déjà, le prof de droit pénal était réputé très sévère et je cherchais un peu la facilité, on vient de le dire. J'aimais bien, j'étais président de la Corpo Droit, qui était une association festive, donc j'avais quand même d'autres soucis à ce moment-là. Mais c'est vrai que je vais m'orienter plutôt dans le droit des affaires qui était très porteur et je vais faire un diplôme qui est le DESS DJCE à l'époque, qui était droit des affaires et fiscalité. Et c'est vrai que le hasard des rencontres, le hasard a fait que eh bien, je me suis très rapidement mis au droit pénal dans la pratique parce que voilà, mon patron, qui était à l'époque Joël Lagrange, était le grand pénaliste du Grand Est à l'époque. Donc tu t'orientes vers cette spécificité-là, celle d'être pénaliste. Alors qu'est-ce que c'est qu'être avocat pénaliste? L'avocat pénaliste, c'est de défendre voilà, les accusés, les prévenus. C'est aussi défendre les victimes. Hein. C'est vrai qu'on a plutôt l'image d'Épinal, on se dit voilà, l'avocat pénaliste, c'est celui qui est en robe, bien évidemment, qui se lève pour plaider, qui fait des effets de manche, plus ou moins réussis, et qui va défendre la veuve et l'orphelin, comme on dit. Alors, il y a aussi, bien évidemment, les accusés, et c'est finalement un petit peu le moteur. Alors, je ne renie absolument pas le fait de défendre des victimes, et j'en défends beaucoup. J'aime bien le faire, il y a beaucoup de choses à faire sur cette matière-là, mais c'est vrai que les affaires les plus marquantes vont être des rencontres avec des personnes qui ont commis ou qui nient avoir commis l'irréparable et le plus grave, finalement, hein, c'est-à-dire l'atteinte à la vie. Tu te souviens de ton premier dossier? Premier dossier où tu étais tout seul et tu as dû aller défendre Alors, quelqu'un? on me pose la question régulièrement et j'ai beau creuser, je ne me souviens pas de ma première plaidoirie. Je le dis, je pense que c'est parce que peut-être qu'elle n'était pas exceptionnelle, elle ne méritait pas d'être retenue. En tout cas, voilà, non, je n'ai pas vraiment souvenir. On a beaucoup d'exercices à l'école d'avocat à l'époque, on s'entraînait devant des caméras. C'est vrai que je n'étais pas forcément très bon dans le rôle. Pourquoi? Parce que c'était jouer un rôle à ce moment-là. Et je pense qu'on ne peut pas jouer, en tout cas, on ne joue pas un rôle si on veut bien défendre. En tout cas, on doit le dire avec la manière que nous sommes, c'est-à-dire voilà, avec des hésitations, avec peut-être, si on sait bien parler, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut qu'il y ait quand même quelque chose de vibratoire et de sincère. En tout cas, l'avocat doit être, sinon convaincu, en tout cas, doit transmettre une sincérité. Et c'est première réflexion avec son client, c'est-à-dire ça va être de défendre
et de construire quelque chose avec le client, une défense avec le client et de dire des choses. C'est-à-dire, ça ne va pas être de plaider, il fait jour en pleine nuit par exemple, on ne va pas non plus soutenir. Alors, certains le font, le font peut-être très bien d'ailleurs, mais en tout cas, ce n'est pas ma conception du métier. Est-ce qu'on choisit ces dossiers? Est-ce que ça t'est arrivé que quelqu'un vienne te voir avec une histoire plus ou moins sordide? Enfin, est-ce que tu te dis non, ce dossier-là, je le prends pas, je me sens pas, voilà, Alors bien évidemment, on peut toujours refuser, c'est la clause de conscience. Voilà. Alors après, on n'a pas fait ce métier pour sélectionner ces dossiers en fonction des dossiers. Donc très objectivement, j'ai peut-être refusé 1 ou 2 dossiers dans toute ma carrière professionnelle. Alors bien évidemment, voilà, je n'ai pas été approché par des terroristes, mais bien évidemment, je refuserai de défendre des terroristes, sauf si ils voudraient expliquer leur démarche, comment ils sont tombés là-dedans, tout en les mettant à distance. C'est-à-dire que je ne serai pas un porte-voix pour défendre leurs idées, ça c'est très clair. Voilà. Après, un dossier que j'ai refusé, je l'ai défendu parce qu'il y avait une trop grande proximité. Ce que j'allais dire, est-ce que des fois ça t'arrive de connaître les gens et de dire bah non, là je peux pas, je connais la personne. C'est-à-dire quand il y a une trop grande proximité, il y a trop de personnel, il y a trop d'affect peut-être, et je pense que c'est une mauvaise chose. D'ailleurs, il y a un adage qui dit, lorsqu'un avocat qui a toutes les capacités pour se défendre lui-même, lorsqu'il essaye de se défendre lui-même, eh bien on dit que l'avocat est un idiot comme client. Voilà. D'accord. Ok, bel adage. Tu as fait pas mal de dossiers, on l'a dit au début, et puis très vite va arriver les caméras, parce que tu vas arriver dans des dossiers qui vont être médiatisés. On parlait de l'affaire du petit Grégory, on parlait plus récemment du docteur Péchier, Francis Holmes, enfin voilà, toutes ces affaires qu'on a suivies nous à la télé, dans 7 à 8, d'enquête criminelle, tout ça. Comment on gère aussi cette pression médiatique? Parce que finalement, il y a la pression du client, il y a la pression des parties, mais il y a aussi tout cet univers-là, les médias qui viennent prendre, j'imagine, un rôle important, qui mettent une pression en plus. Comment est-ce qu'on gère ça en tant qu'avocat? Alors, je ne ressens pas, une pression particulière avec les médias. En fait, on n'apprend pas à communiquer. En tout cas, à l'école d'avocat, on n'apprend pas à communiquer, même si on a plaidé un peu devant les caméras, on ne sait pas comment communiquer. Donc, on va apprendre la relation avec les journalistes, j'allais dire un peu au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on n'est pas catapulté non plus. Ça peut arriver, mais dans des très très grosses affaires où on va être sous les projecteurs, ça se fait quand même de façon un peu crescendo. Et ça va être surtout, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, avec une certaine confiance. Alors, il est bien évident, lorsqu'on est devant ce qu'on appelle la meute journalistique au sortir du palais, sur les marches, etc., et que vous en avez 150, c'est un petit peu différent. Mais au départ, lorsque on communique, lorsqu'on est interviewé, ça se passe dans un cadre un peu feutré comme celui-ci aujourd'hui. Ça va être aussi du journalisme écrit, la PQR, où les rapports sont cordiaux, détendus. Alors effectivement, on peut dire des bêtises, mais l'idée n'est pas là, c'est de réfléchir justement et d'avoir quelque chose à dire et comment le dire. Voilà, c'est un petit peu ça. Après, les caméras arrivent, c'est un exercice. Voilà, on est plus ou moins bon, voilà. Et puis après, chacun fait comme il peut, j'ai envie de dire. C'est quoi, Alex, le dossier qui t'a le plus marqué? Un truc où quand tu rentres chez toi, tu n'arrives pas à l'oublier, où ça te pose des questions? Alors c'est un échec, en tout cas, c'est un échec. Alors, tu parlais des grandes affaires, Grégory, Holmes, docteur Péchier, etc. Bon, c'est un peu les dernières, ça. Oui, les plus récentes. C'est les plus récentes, mais voilà, il y a j'ai prêté serment en 97, et dès les années 2000, je commençais à plaider des affaires qui étaient des affaires un peu costauds. Dans la région, notamment, il y a eu Nadir Sedrati, dépeceur du canal, qui était un personnage haut en couleur, donc c'est vrai que ça avait attiré du monde, l'histoire était un petit peu sordide, on était toutefois dans le milieu carcéral, c'est-à-dire on lui reprochait d'avoir tué des codétenus, donc je vais dire que la charge, j'aime pas dire ça, mais la charge émotionnelle pour le grand public était un peu moindre que si c'était des enfants, par exemple, et c'est vrai, voilà, faut pas se voiler les choses, c'est un peu une réalité. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même dans la salle d'assises souvent des rires parce que c'était un personnage truculent ou en couleur et il y avait quand même quelque chose, une certaine distance avec les faits horribles qui lui étaient reprochés. Alors ça a été peut-être ma première grande affaire, et puis avec un personnage et une affaire qui m'a marqué. Mais celle qui m'a le plus marqué, c'est une affaire où j'interviens à la demande d'un confrère, Dominique Beaupetit, de Metz, qui défendait donc ce client en première instance, qui avait été condamné à Metz, et elle était convaincue de son innocence. Elle m'a demandé de venir l'aider. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de refaire un dossier, on a peur de mal faire, surtout quand finalement on n'a pas eu le résultat escompté, surtout quand on demande l'acquittement et qu'on ne l'obtient pas. Alors,
on le demande régulièrement, souvent, et c'est vrai qu'on va dire que statistiquement, on l'a pas tout souvent, hein, ça c'est clair. Pour autant, là, dans ce dossier, il se passe quand même quelque chose de très significatif, c'est-à-dire qu'il va y avoir une expertise médicale qui va être ordonnée lors de ce deuxième procès, que je vais solliciter. Et cette expertise médicale tente à démontrer, en tout cas, qu'il n'a pas pu commettre les faits, et qu'en tout cas, la victime aurait dû signaler des faits, parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'était une maladie dermatologique grave, odorante, etc., qui n'était absolument pas décrit par la victime. Donc en fait, c'était quand même un élément à décharge très important, et c'est avec confiance qu'on était parti en délibéré, pensant que la cour d'assises allait l'acquitter. Et malheureusement, la cour d'assises en a décidé autrement et a confirmé. Et ça, c'est vrai que ça a été quand même un coup de poing dans le foie, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, tout était là pour démontrer son innocence. Et qu'est-ce que j'ai mal fait? Parce qu'on le prend pour soi. Donc là, effectivement, c'était un peu un tournant dans la façon d'appréhender les choses et de dire, ben voilà, moi j'essaie de faire du mieux que je peux. Et puis après, ça ne m'appartient plus vraiment non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même des jurés, il y a quand même des magistrats professionnels qui vont réfléchir à tout ça, et c'est eux qui prennent la décision. Donc peut-être que j'ai failli, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être une protection aujourd'hui. Tu as fait ce que En tu as tout pu, cas, et j'essaye comme de tu faire pensais que c'était comme le je mieux à ce pense le moment-là. faire, Ouais. et avec le maximum. Alors bien sûr, on peut toujours avoir de regrets. Je ne vais pas mentir, j'en ai eu parfois. La question qu'on se pose tous, toi en tant qu'avocat, les prévenus, ils te disent les choses, ils te disent des fois je suis coupable. Alors, ça m'est jamais arrivé qu'un prévenu. Tu leur demandes, Alors, je ne le demande pas comme ça, parce que déjà, ils doivent parler, ils me parlent. Je dois entendre, je dois écouter, donc entendre ce qu'ils me disent, parce que je suis quelque part aussi un porte-parole. Maintenant, je vais être un filtre, puisque je suis avocat, et il va falloir quand même discuter du dossier, parce que tout part du dossier. C'est-à-dire qu'il y a une enquête, il y a des PV, et même s'il me raconte la plus belle des histoires, elle est confrontée quand même à une réalité, la réalité du dossier. Donc à partir de là, on va construire quelque chose. Et voilà, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de ça. Voilà, donc il y a quand même un échange. Maintenant, on ne peut pas, de façon un peu péremptoire, museler directement le client comme on le fait aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on le voit, l'image est complètement différente de la nôtre. C'est-à-dire que l'avocat n'a pas envie d'entendre ce que le client dit. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, l'avocat, s'il connaît la réalité, il n'a pas le droit de mentir. Ouais. C'est-à-dire que si son client lui dit bah, « j'ai fait ça », il n'a pas le droit de plaider l'inverse. De la même manière, il n'a pas le droit de cacher un élément. C'est-à-dire qu'il y aurait une information importante que le client aurait indiquée. Il n'y a pas le secret professionnel que toi tu as. Exactement, c'est un secret professionnel totalement différent du nôtre. Mais voilà, donc il y a un peu cette image d'Épinal, cette fausse image d'Épinal qui est relayée par les films, par les séries, etc. Et donc voilà, personnellement, je l'ai eu une fois, et encore c'était sur un délit mineur, un délit routier. Et cette personne avait expliqué qu'elle ne pouvait pas dire que c'était elle, parce que sinon, sa femme lui avait toujours dit, si tu es condamné une seule fois, eh bien, je te quitte. Donc en fait, il était bien obligé, quelque part, mais pour une autre raison, eh bien, de nier. Il m'avait mis clairement le marché entre les mains. Ça s'est d'ailleurs plutôt bien passé, parce qu'il a expliqué un petit peu les choses comme je suis en train de les expliquer au président finalement. Et le président a un petit peu compatit, et donc il s'en est très bien sorti. Bon. Ça fait quoi de se retrouver parfois face à un tueur en série, face à un violeur, Qu'est-ce qu'on ressent? Je veux dire, on est face à un humain comme nous, mais qui a fait l'irréparable, qui a commis parfois des atrocités. Toi, tu es là pour le défendre. Comment ça se passe dans ta tête? Est-ce qu'il y a des cas de conscience qui se posent? Oui, alors des cas de conscience, non, parce qu'à ce moment-là, bon, on ne va pas par curiosité aller voir le client. Si le cas de conscience se pose, à ce moment-là, on refuse d'emblée, j'ai envie de dire, le mandat, et puis ce sera un autre confrère qui prendra. Mais quand tu es face à un tueur en série, c'est quelqu'un comme toi et moi, ou tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même? Le problème de la normalité est un vaste sujet. Oui, c'est vrai. Et je vais te dire qu'il y a des personnes qui ont fait de tout petits délits et qui sont insupportables à mes yeux, et d'autres qui ont commis vraiment des actes terribles, gravissimes, qui n'ont pas ma sympathie totale, mais quelque part avec qui j'ai partagé, je ne vais pas dire des bons moments, mais qui ont été des moments plus agréables qu'avec d'autres. Voilà. Mais est-ce qu'on ne se dit pas parfois en tant qu'avocat, quand tu rentres chez toi le soir, te dire là, je suis en train de défendre quelqu'un qui a ôté la vie d'une personne, 10 personnes, qui a des familles qui sont endeuillées, etc. Est-ce que parfois tu n'as pas un peu l'impression d'avoir, j'allais dire, le mauvais rôle? Alors le mauvais rôle. Est-ce qu'on peut défendre l'indéfendable, quoi? C'est ça la question. Oui, alors, le problème, c'est que déjà toute personne a le droit d'être défendue, donc ça c'est un préacquis. J'ai envie de dire, si on commence à discuter ça, on change. Faut changer
de discussion. C'est-à-dire si la personne n'accepte pas que le pire des criminels soit défendu, eh bien, on ne rentre même pas dans la dialectique. Donc tout le monde a le droit d'être défendu. Après, c'est parce que cette personne a été défendue qu'elle peut aussi être condamnée très lourdement. C'est ça aussi. Donc en fait, quelquefois, on est, je vais pas dire, on est là pour que les droits soient respectés, on ne peut pas faire davantage. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus des magiciens, on ne peut pas tout faire disparaître, et le fantasme de dire, eh bien, vous faites sortir des violeurs d'enfants, et puis vous arrivez sur des problèmes de procédure, à les faire sortir. Ça, aujourd'hui, je suis capable de dire que c'est absolument faux, parce que la chambre criminelle est capable de dire dans la même semaine, blanc ou noir, sur les mêmes problèmes de procédure. Alors, il faut quand même que le citoyen soit rassuré, la Cour de cassation adapte quand même un petit peu ses réponses en matière de procédure. Et s'il y a, parce que ça existe quand même, parce que ce sont des délais, en tout cas, ce sont des délais de détention provisoire qui sont trop longs, c'est parce que la justice est trop longue. Elle manque peut-être de moyens, enfin voilà, il y a tout ce qu'on entend, mais enfin, encore une fois, voilà, la justice fait quand même bien son travail, et mais j'allais dire même la récidive n'est pas non plus trop à pointer du doigt, parce que les chiffres sont là, il n'y a pas énormément de récidives, c'est toujours un échec une récidive, mais sur les crimes les plus graves, c'est très très rare, c'est vraiment hyper rare. Voilà, la récidive se passe plus en matière de vol, en matière de stupéfiants. Voilà, on est quand même, parce que finalement, la détention n'apprend pas grand-chose, les moyens ne sont pas assez donnés dans ce sens-là. On rentre, c'était pour parodier quasiment, c'était Johnny Depp, je crois, dans un film qui s'appelait Blau. Je suis rentré avec une licence de hashish, je suis ressorti avec une maîtrise de cocaïne. C'est un petit peu ça quand même aussi, la prison, ça donne des contacts. Alors maintenant, je ne sais pas ce que va donner ces hauts lieux de détention où on met les 100 plus gros narcos ensemble. Ministre, ils vont sortir un jour, ils vont sortir. Hein, ça va être un grand club. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça ? J'en pense que c'est une idiotie. C'est une idiotie parce que finalement, il faut quand même du lien, il faut qu'il y ait quand même une carotte pour sortir là, maintenant qu'il y ait des moyens pour qu'ils ne puissent plus trafiquer de leur centre de détention. C'est le minimum, j'ai envie de dire. Mais de là à les parquer dans des prisons où les murs seront de plus en plus épais, de plus en plus hauts, c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution. Toi, en tant qu'avocat, évidemment, ça t'arrive très régulièrement. D'ailleurs, pour tout vous raconter, on devait tourner à 14h, t'es arrivé à 15 parce que t'étais en garde à vue avant. Ouais. Enfin, t'étais en garde à vue. T'allais défendre quelqu'un qui était en garde à vue. Voilà, on précise quand même. Tu vas régulièrement en prison ? Alors, j'aime pas y aller, hein, on va pas se mentir, c'est pas un lieu qui est agréable. Je pense que c'est même pas un lieu qui est agréable pour ceux qui y travaillent. C'est un milieu difficile. C'est pas un milieu effectivement aussi pour les détenus. Il faut pas penser non plus que c'est l'hôtel parce qu'ils ont une télé, etc. En fait, les activités sont assez rares. On s'ennuie, on trouve le temps long et on réfléchit un petit peu. D'une certaine manière, c'est aussi un peu le but. Voilà, c'est quand même la réflexion, l'introspection. Donc ça, il y a largement le temps pour l'introspection. J'en suis convaincu. En revanche, après, il y a le deuxième objectif dans notre, on va dire, contrat social, eh bien, c'est d'améliorer l'humain. Et là, je pense que les moyens ne sont pas mis. Donc, c'est vrai que la prison reste quand même un endroit qui est criminogène, on ne va pas se mentir, même si, effectivement, les gens qui y travaillent, je le dis de façon assez ouverte, eh bien, pour la très grande majorité, il n'y a aucune difficulté. Pour certains, il y aura peut-être, effectivement, parce que la frontière, malheureusement, est assez faible, c'est-à-dire qu'on grandit dans les mêmes cités, etc. Et donc certains peuvent être tentés, ou alors sous pression, parce qu'il faut bien dire les choses aussi, eh bien, peuvent être amenés à franchir la ligne jaune. Voilà. Est-ce que toi, en tant qu'avocat, c'est une question qu'on se pose et que nos auditeurs aussi se posent beaucoup, est-ce que parfois tu as une sorte de contrat, de pression, on te dit, le prévenu te dit attention, de menace, j'allais dire presque, si tu ne me sors pas de là, est-ce qu'il y a des représailles, est-ce qu'il y a des choses comme ça ? Est-ce que tu as déjà été victime de ça, ou en tout cas, Alors j'ai été victime de ça, oui, j'ai été victime de ça il y a une dizaine d'années, 12 ans peut-être. Voilà, donc c'était effectivement, à un moment donné, ça s'est mal passé quand même. Et puis j'ai rompu le mandat, parce qu'effectivement, il y avait quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, une espèce de prise de pouvoir, en tout cas. Et donc j'ai coupé net, mais voilà, j'ai reçu des menaces directes et par la suite indirectes. Voilà. Donc en plus, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas non plus mettre la tête sous l'eau de son ancien client. C'est-à-dire si on signale ces faits-là, aux autres, oui. Ça ne va pas l'aider. Ça c'est clairement, ça va pas l'aider. Donc on y va un petit peu sur la pointe des pieds, on essaie quand même de lui faire comprendre les choses.
de prendre contact avec le confrère qui suit le dossier, de lui faire comprendre qu'on est bien gentil de ne pas signaler ces faits-là à la justice et au procureur parce que ça ne va pas du tout l'aider, mais qu'il faut arrêter maintenant cette musique-là. Mais voilà, donc ça reste anecdotique, on va dire. Et comment on fait, j'imagine que c'est avec le temps, avec l'expérience, mais comment on fait quand on sort d'une journée d'audience où on a entendu des choses terribles, où on voit des choses terribles, parce que souvent ils retranscrivent à la télé des photos qui ont été prises sur les scènes de meurtre, sur les scènes machin, etc. Comment on fait quand on rentre chez soi le soir pour passer un repas tranquille avec sa femme et parler d'appui du beau temps alors qu'on a vu parfois des choses insoutenables la journée? Comment tu arrives à faire cette distinction-là entre l'homme et l'avocat? Je veux dire, ça se fait avec le temps, on se force à ne pas y penser? Ça va se faire assez facilement, parce que généralement quand on est aux assises, on est un peu dans une bulle. C'est-à-dire que bien sûr il y a les assises de Meurthe-et-Moselle donc qui se situent à Nancy, mais il arrive aussi qu'on aille dans d'autres villes. Et à ce moment-là, on est à l'hôtel. Et donc en fait, on est dans cette bulle, on ne rentre pas nécessairement chez soi. Donc c'est vrai que même, je parle des faits des plus graves, bien évidemment, c'est ceux-là qui peuvent poser problème, en tout cas, où on réfléchit. Alors on réfléchit déjà à la défense, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très vivant, un procès d'assises, hein, c'est l'oralité absolue des débats, donc chaque mot est important, puisque les jurés n'ont pas, et les juges, sauf le président, personne n'a lu le dossier, donc en fait on ne sait pas trop, on découvre par des témoignages, par des dépositions d'experts, etc. Tout le monde est en train de connaître et d'apprendre le dossier en même temps, donc il faut être vigilant, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière la connaissance écrite du dossier, et il faut avoir cette réception, comment les jurés perçoivent l'audience. Donc c'est quand même une attention de tous les instants, et donc on repart le soir avec ça, et on essaye de digérer tout ça. Donc bien évidemment, on est quand même souvent dans l'horreur, hein, très clairement, mais voilà, après il y a quand même une carapace qui se forme. J'imagine que c'est comme un petit peu pour les chirurgiens, c'est-à-dire les chirurgiens, bien sûr. Voilà, quand il y a des opérations, quand malheureusement il y a un patient qui reste sur le billard, voilà, ça crée. Alors voilà, souvent les pénalistes, pour la plupart, ont un humour noir assez prononcé, on va dire. Voilà. Et pour répondre à ta question très clairement, on est quand même un peu entre nous, c'est-à-dire que dans les cours d'assises, il y a deux camps quand même. Hein. Alors il y a deux camps. Alors on va pas on va pas boire des coups ensemble tant que le procès n'est pas fini, parce qu'après on peut bien évidemment, on se connaît. À la question d'ailleurs, je le dis parce que c'est l'exemple. On me dit bah oui mais vous connaissez, donc vous tapez dans le dos, donc vous faites des fleurs. Pas du tout. Quand vous allez faire une partie de tennis avec votre bon copain, vous avez qu'envie, c'est lui foutre une raclée. Bah là, c'est à peu près pareil. Hein. Donc en fait, très clairement, même si c'est un copain, et d'autant plus si c'est un ami, eh bien on a envie quand même de lui faire mordre la poussière. Donc voilà, on se retrouve après le procès, mais souvent sur le même banc, il y a plusieurs avocats. Et ça permet effectivement, après l'audience, on va dîner, on rediscute du dossier parce qu'on a des intérêts qui souvent sont convergents. Quand on est à la défense, c'est rare que ça se tire dans les pattes. Mais voilà, donc ça permet aussi d'amortir. Mais c'est vrai qu'on est à ce moment-là, je pense, que ce soit pour nos compagnes ou nos compagnons, mari ou femme, eh bien de très très mauvais partenaires. Hein, c'est vrai que voilà, on est de mauvaise composition à ce moment-là. La question de la rémunération dans ce métier, c'est des honoraires. Est-ce que, j'allais dire grossièrement, est-ce qu'il y a une carotte? Est-ce que si jamais vous arriviez à faire acquitter, est-ce que si tu arrives à acquitter le client, est-ce qu'il y a un bonus? En fait, comment ça marche par rapport à ça? L'honoraire est libre, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de barème, très clairement, et donc il y a une convention d'honoraire. Voilà. Convention d'honoraire très simple, c'est simplement sur un acte unique, ça peut être une facture, elle est clairement détaillée, enfin voilà, ça peut être très simple. Maintenant, il peut y avoir des conventions d'honoraires qui doivent être rédigées, qui sont un peu plus complexes, ça va être le forfait à l'heure, donc ça va être le paiement à l'heure, ça va être aussi la convention de résultat, c'est-à-dire que par exemple, avec des victimes, eh bien, on peut toujours envisager de prendre très peu, il y a comme une partie obligatoire, c'est-à-dire on ne peut pas être comme aux États-Unis où on mise tout sur le résultat, c'est-à-dire on fait 50-50. C'est strictement interdit en France parce que ça amène à ce moment-là à des pratiques qui peuvent être critiquables. Voilà. Donc en France, voilà, il y a un pourcentage qui doit être un pourcentage raisonnable. Donc on ne peut pas arriver à des hauteurs comme 50%, c'est impossible, ce serait retoqué, ce sont des conventions illicites. Et donc il y a un minimum qui est imposé. Voilà, donc ça c'est une convention de résultat. Après, est-ce qu'il existe des conventions de résultat sur les acquittements? Je sais que certains confrères le font. Moi, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'estime que finalement, je vais tout faire ce que je dois faire. Voilà. Pas pour l'argent et par. C'est pas ça. Non, c'est voilà, d'être payé, d'être rémunéré à la juste hauteur, c'est tout à fait normal. Mais le résultat ne m'appartient pas à ce moment-là. C'est-à-dire, j'aurais tout fait, et c'est pas parce qu'une cour d'assises aura décidé que c'est acquitté que je dois gagner plus. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses, et c'est comme ça que je présente à mes clients. Donc, sur ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. En revanche, les gens aujourd'hui ont un rapport un petit peu biaisé, c'est-à-dire que on a une autre profession libérale, et je dis libérale quelque part entre guillemets, puisque les médecins, eux,
sont adossés à la sécurité sociale et aux mutuelles, donc sont sûrs d'être payés quelque part. Bien sûr. Et les patients ont peu ou pas beaucoup à bourse déliée. Donc en fait, il y a ce rapport-là, si tu veux, pour les clients, les avocats, qui disent finalement, la justice, ça devrait être pareil. Alors, on n'est pas opposé à ça. Il y a l'aide juridictionnelle pour ceux qui ont de faibles revenus, donc très clairement, c'est pris en charge, mais il n'y a pas véritablement une prise en charge pour tout le monde. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. La société laisse l'honoraire libre, il faut payer, et les gens traînent un peu la patte, c'est vrai, pour payer un avocat, parce que quand on n'a rien fait, on n'a pas envie de payer, et puis lorsque vous êtes reconnu innocent, la justice ne vous rembourse pas, et ça c'est effectivement un vrai sujet, ne vous rembourse pas les frais d'avocat que vous avez dépensés. Pour revenir un petit peu sur ce qu'on évoquait au début, un dossier qui nous a tous un petit peu marqué parce que c'est pas loin de chez nous, parce que ça fait des années que ça dure, l'affaire du petit Grégory. Est-ce qu'un jour, on saura la vérité ? Est-ce qu'un jour, il y aura un procès où ressortira le coupable ? Est-ce que c'est possible ça, ou est-ce que finalement on vivra toujours dans le fantasme de qui a tué le petit Grégory ? Aujourd'hui, le dossier a eu des rebondissements. On en est où par rapport à tout ça ? Alors, en 84, deux choses importantes. C'est bien évidemment la mort de ce pauvre petit Grégory et puis l'arrivée de Canal+. Voilà. C'est ça dont je me souviens, j'avais 12 ans à cette époque-là. Donc 84, moi, ça reste ça. Et à aucun moment, je me suis dit, en 84, je serai dans ce dossier-là. C'est quelque chose qui est quand même assez surprenant. Et c'est vrai que lorsque l'affaire rebondit en 2017, qui désigne très clairement les époux Jacob comme faisant partie d'un complot à plusieurs, d'accord ? Ce n'est pas moi qui récupère le dossier, c'est un confrère qui va nous demander de faire. On travaille souvent en équipe, donc nous sommes trois avocats pour le couple, et on se dit ils doivent avoir quelque chose qui tient vraiment solide, c'est-à-dire pour ressortir ça, parce que ça faisait quand même des années et des années que c'était sous le tapis, et là on se dit voilà, donc on nous sort un rapport de 700 pages, qui est un rapport, c'est un logiciel qui s'appelle Anacrim, un rapport, en fait c'est un espèce de super PowerPoint qui situe en tout cas dans le temps et dans l'espace tous les témoignages, et qui fait permettre de voir les contradictions, les variations, les erreurs ou les mensonges, voilà. Et là, c'est assez décevant, parce que ça a été un travail titanesque pour la gendarmerie, et malheureusement, on a un aspect qui semble être un aspect scientifique, puisqu'on nous dit que c'est un logiciel qui sort ça. Oui, mais ce n'est pas vraiment un logiciel, je vous ai dit, c'est un peu un superpoint. Donc en fait, c'est ce qu'on va y mettre dedans qui va permettre de sortir quelque chose. Et si on n'y met pas tout, on a des conclusions erronées. Et c'est ce qui s'est passé dans ce dossier-là. C'est-à-dire qu'il y avait un emploi du temps qui était très serré, qui a été vérifié à l'époque. Et l'emploi du temps des consorts Jacob a été non pas laissé de façon un peu vague et floue, volontairement ou pas. Ça, j'en sais rien. Moi, je pense qu'effectivement, ce n'est pas franchement volontaire, mais en tout cas, c'est d'une incompétence crasse, je le dis très clairement, d'avoir oublié de noter quand même qu'ils avaient pointé à l'usine. Ils étaient quand même, il y avait un nombre de personnes qui peuvent corroborer leur alibi qui est quand même tout à fait important. Donc en fait, la théorie, et puis à l'époque, il n'y a pas de téléphone. Pour coordonner l'action qui est décrite à ce moment-là par les gendarmes, c'est-à-dire de dire qu'il y a un couple qui vient récupérer, qui va donner à l'autre personne tueur. Donc en fait, il faut se coordonner à 4, sachant que Grégory n'a aucune habitude et on ne peut pas prévoir à l'avance que ce jour-là, il sera sur son tas de sable. Voilà. Donc en fait, ça, c'est une construction intellectuelle 30 ans, 35 ans après, avec des réflexes d'aujourd'hui, avec des connaissances d'aujourd'hui, c'est-à-dire on peut communiquer beaucoup plus facilement. Et voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, on a des réflexes. Encore une fois, on dit le corbeau. Le fameux corbeau. Le corbeau. Alors le corbeau, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, très clairement. Donc en fait, il n'y a pas les personnes anonymes qui pouvaient balancer des horreurs. Donc comment on faisait dans tous les villages de France, il y avait des boîtes, il y avait des lettres anonymes, il y avait des appels anonymes. C'est-à-dire à l'époque, il y avait même pas, on ne pouvait pas voir qui appelait. Donc en fait, il faut se souvenir quand même de ces téléphones où vous aviez quand même le combiné et il y avait un troisième, il y avait un écouteur pour qu'une autre personne écoute la conversation. Voilà, c'était ça. Donc il faut quand même se souvenir. Et aujourd'hui, on nous dit, il y a un corbeau. Non, il y en avait plein déjà. Il y avait plein de corbeaux. Chaque village avait ses corbeaux. Et le corbeau, s'il y en a un, n'est pas nécessairement celui qui a tué Grégory. Donc voilà un petit peu aujourd'hui, on perd finalement,
une sécurité, je veux dire, juridique et judiciaire à vouloir tirer. Alors, encore une fois, hein, moi, je suis d'accord pour qu'on trouve l'auteur de ce crime qui tient et qui a tenu et qui tient encore la France entière en haleine. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'on y arrivera un jour? alors voilà, la justice a déployé des moyens considérables, des sommes considérables. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on peut patienter, on en est à la stylométrie. Voilà, aujourd'hui, on en est à la stylométrie. D'ailleurs, c'est paru ce matin dans l'Est républicain. La stylométrie, c'est pas une science aujourd'hui, c'est en tout cas pas exact, oui. C'est un comparateur pour retrouver, savoir si c'est un ghostwriter, donc un nègre qui a écrit un livre, on compare des auteurs, ok, et aujourd'hui on veut en faire une signature quasi biométrique d'un scripteur. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire qu'un laboratoire suisse, dont la Suisse n'utilise même pas les compétences dans son cadre judiciaire, est utilisé par la France dans le cadre de cette affaire. On marche sur la tête, très clairement. On veut avoir une réponse pseudo-scientifique, là où la justice américaine freine des cas de fer sur cette technique, par exemple. Voilà, donc on en est là. La justice, eh bien, s'évertue, veut toujours, en fait, c'est souvent, malheureusement, le fait d'une ou de quelques personnes qui pensent pouvoir, alors que là, tout le monde a fait ce qu'il y avait à faire. Et malheureusement, eh bien, de temps en temps, on doit pouvoir dire on a tout fait, et on ne trouvera pas. Voilà, je pense qu'on en est là aujourd'hui. Donc peut-être qu'on ne saura jamais. Voilà. C'est quoi l'affaire la plus dingue que vous ayez défendue, l'affaire la plus loufoque, je dis vous, mais on a dit qu'on se tutoyait au début, Ouais. l'affaire la plus dingue, rocambolesque, je sais pas. Alors après, bon, il y a plein. Il y en a eu Bien beaucoup. évidemment. Après, voilà, bon, bien sûr. Alors, c'est pas la plus rocambolesque. La plus rocambolesque, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Nadir Sedrati. Oui. Ça, c'est d'épaisseur du canal, c'est-à-dire que c'est quand même pas commun de retrouver dans un immeuble de 5 étages à Vendeuvre un broyeur à végétaux, des scies bouchées, du sang sous le lino. On retrouve des têtes dans le canal, des mains, etc. Des techniques qui à l'époque étaient révolutionnaires, c'est-à-dire on trouve une main, ils arrivent à faire repousser de la peau pour faire ressortir, non pas l'ADN, pour faire ressortir une empreinte. Et avec l'empreinte, ils arrivent à trouver que c'est un ancien co-détenu de Saint-Miel. Donc l'enquête part comme ça. Donc c'est vrai que c'était assez rocambolesque, mais d'un point de vue scientifique solide. Et on arrive à Nadir Sedrati, qui était le coiffeur, qui coiffait tous les détenus de Saint-Miel et qui, après, en a hébergé certains, effectivement, et dont 2, on a trouvé voilà, des éléments, des restes, une rotule, une tête, une main dans le canal, et un troisième, je le dis assez souvent dès que je le peux, un troisième, qui venait juste de sortir au moment où Sedrati était logé. Alors, logé dans le jargon policier, ça veut dire que les policiers sont devant chez lui et attendent de le taper, c'est aussi le langage policier, d'interpeller, et ils essayent quand même de surprendre quelque chose parce qu'il y a peut-être des complices, etc., etc. Donc au moins pendant pratiquement 2 jours, 48 heures, il est logé, et ce détenu, c'est Norbert Ronfort, venait juste de sortir. Quand il voit les policiers qui sont là, il n'a pas envie d'y retourner. Voilà. Donc en fait, c'est vrai qu'on va retrouver du matériel, donc des médicaments, on va retrouver une lunette qui a son ADN. Hein. Aujourd'hui, vous prenez mes lunettes, il y a de l'ADN, il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire que je suis mort. Et pour autant, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'autre matière, en tout cas, qui permettait de dire qu'il était mort. Et il a pris la pour d'escampette parce qu'il sait comment ça fonctionne. Voilà. Donc en fait, lui, il n'y avait pas de traces de son corps, et pour autant, Nadir Sedrati a été condamné pour son meurtre. Hein, voilà. Mais après, encore une fois, c'est surtout le personnage de Nadir Sedrati qui était très très haut en couleur. Et là, si on parlait au début de l'interview un peu de côté un peu répulsion avec des clients, là il y en avait une, mais parce qu'elle était physique, c'est-à-dire que il mangeait 1 kilo d'ail par semaine. Ah, 1 kilo d'ail, c'est beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. C'est beaucoup, et c'est beaucoup. Et mon patron de l'époque, Joël Lagrange, avait repris le cigare parce qu'on pouvait fumer en détention, en tout cas quand on visitait ses clients, en tout cas lui pouvait se le permettre, et bien avait repris le cigare pour l'occasion. Voilà, donc c'est vrai. Voilà, et après il y avait aussi, alors on va rentrer un petit peu dans le salace, mais il y avait aussi, c'est un histrion, donc en fait, de la coprophagie, donc en fait, pour passer pour dingue, il s'était un peu tartiné de ses excréments. D'accord, voilà, oui, sympa. C'est vrai qu'on avait quand même... Oui, olfactivement, c'était... Alors là, on n'était pas là ce jour-là, mais voilà, c'était quand il rencontrait les experts psychiatres. D'accord. Donc c'est vrai que c'était un personnage complexe, on va dire. Ok. T'es avocat, on l'a dit, on l'a expliqué, on vient d'en parler, mais il y a aussi une passion.
que tu as Ouais. depuis longtemps. Ouais. Ceux qui te connaissent le savent, puisqu'on ne peut pas y manquer. En général, pendant une petite soirée, on a tout de suite un petit tour de magie. Ouais. Tu as quelque chose sur toi pour nous faire un tour Ah bah, tu m'as ou- pris au dépourvu, mais Bah, bon, c'est comme fait exprès. voilà. T'as quelque chose? J'ai un briquet, moi, sur moi. T'as un briquet. Bon. Alors, est-ce qu'un Alors, briquet- ça va faire ah, téléphoner avec là, un quand briquet- même. Ça va faire téléphoner. Ça va Non, faire ah bah non, téléphoner. on ne se l'est pas dit, on s'est rien dit. Voilà, c'est. Bon. Je te Alors, donne un briquet. on va faire un tour. Ouais. Parce qu'Alexandre est un grand magicien. Oui. Alors, si c'est toi, comme on se connaît, on va peut-être demander. Alors, non, ça va être plus simple quand même. Si c'est toi, mais on est très clair, tu n'es pas complice. Ah, je suis pas complice, je le jure, D'accord, je ouais. le promets, Voilà. je ne suis pas Faut bien, complice. faut bien, parce Je que ne savais sinon- pas que j'allais te le demander. Parce que sinon, non, ça n'a pas vraiment je d'intérêt. promets. Voilà. Je promets. Donc, en fait, voilà, on va prendre, ça va être un tour de cartes, mais sans carte. D'accord? Ah bien, Voilà. Donc, en fait, tu vas avoir trois choix à faire. Et à la fin, tu as un héros. d'accord. D'accord, Ça me va c'est une belle bien. promesse. Ça me va bien. C'est une belle promesse. Donc, dans un jeu de cartes de poker, il y a combien de cartes? Je joue pas au poker, mais 54. 54. 54. Donc, en fait, on va prendre ces 54-là. On va retirer les deux jokers parce qu'ils ne servent pas. Même au poker, on a donc 52 cartes. Les jokers, on les jette. Ok. Alors, tu crois à la magie, tu reviens parce qu'ils Oui, viennent de oui. tomber là. Ils sont là. c'est bien. Ouais, Voilà, il tout vient à de fait. tomber. Ouais. Donc voilà, on prend ces 52 cartes. Dans un jeu de 52 cartes, il y a les cartes à points et les cartes à figure. Tu as un briquet, tu le prends. Ça aurait pu être un briquet imaginaire d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Carte à points, carte à figure, point, figure, lesquelles tu brûles en premier. Les cartes à points ou les cartes à figure. C'est ta vie, c'est ton choix. Allez, on dit carte à figure. Ah vas-y. Je brûle. Donc j'allume. Oui, t'allumes. Voilà, Ça les prend cartes à feu. ouais, c'est bien, ça prend. Elles sont en train de brûler, elles sont en train de brûler. Ok. Il reste donc les cartes à figure qui sont en train de brûler. D'accord. Deuxième choix, tu as les cartes masculines, les cartes féminines. Sur lesquelles tu souffles, les cartes masculines ou les cartes féminines. Allez, on va dire carte masculine. On va sauver les filles. Donc tu les éteins. Ouais. Ok. Il reste donc, qui sont toujours en train de brûler, les dames. Troisième choix, et à la fin tu as un héros. Tu dois en sauver une. Laquelle tu sauves? Ben, je sais pas, la dame. Bah, la dame, oui, ce sont les Oui, dames qui sont oui, en train de oui. brûler. C'est piqueur, trèfle, carreau. Allez, dame de cœur. La dame de cœur, tu es sûr? Parce que tout le monde. Oui, bah, je ouais. suis certain. Mais ouais. c'est voilà. Non, c'est- mais je la sauve, la dame de cœur. Tu sais, voilà, c'est la Ouais. dame de cœur. T'es sûr? Oui, je suis certain. Ok, bon. Alors, je vais te demander ici dans quoi on range des cartes. Dans l'intérieur de ta veste, dans ta petite. Ouais, je sais pas, dans un porte-carte. Alors, Ouais. je vais te demander de le prendre parce que. Voilà. Donc, j'ai un porte-carte. Ouais. Hein. J'ai rien d'autre. Ouais. Tu l'as pris? Ouais, je l'ai dans les mains. Là. Attends, bah, non, il est là, pardon. Ouais. Oh, il est là. Ah, c'est pas imaginaire. Ouais. c'est- Donc, il n'y a rien d'autre. Hein. Non, non, rien Il d'autre. n'y a rien d'autre. Hein. Y a rien Donc d'autre. là, c'est un porte-carte. Un porte-carte. Alors, je vais te dire quand même comment ça se passe. Là, on dit que c'est les cartes bleues. Premier mensonge, elles ne sont pas bleues. Hein. La carte bleue, elle est bleue. Là, on a un peu d'argent liquide. Ah oui. Voilà. Il n'y a rien d'autre, on est d'accord? Y a rien hein. d'autre, Elles non. sont- Oui. Voilà, il y a un gros lot qui va être peut-être gagnant. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on va peut-être montrer. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. D'accord? Non, y a rien du Et tout. ici, on a une Oh la seule vache. carte. Une seule Là, carte. c'est extraordinaire. Une seule carte. Qui a pris feu, Bah, visiblement. une quand on a carte allumé. feu, voilà. Donc, tu as dit quoi? La dame La dame de cœur. de cœur. Oh la Voilà. vache. Alors ça c'est très très fort. Alors c'est très très fort, donc c'est pas de moi, hein, c'est de Joshua. Peu importe. Voilà, meilleur tour au monde en Incroyable. 2013. Incroyable. Merci, Voilà. merci Alexandre. Voilà, On voilà. finit notre interview. Oh, c'est fou. On finit notre interview comme d'habitude face caméra, face à la caméra que tu as en Ouais. face de toi. Si tu avais un conseil à tous ces étudiants qui sont en droit actuellement, qui veulent s'orienter vers le pénal, qui veulent devenir comme toi avocat, qui peut-être un exemple pour eux, une référence, qu'est-ce que tu leur dirais pour leur donner un peu des conseils dans ce métier? Bah, en fait, pour devenir avocat, déjà, il faut connaître le droit. Bon, bah, ça, c'est, j'allais dire, un préacquis, mais c'est surtout de s'intéresser à beaucoup de choses. Puisque quand on connaît la vie, on peut défendre. Il faut connaître l'humain pour parler de l'humain. Et un dossier, ça reste un dossier. Combattre des accusations ou des qualifications ou des prescriptions, ça reste, on va dire, très technique. Donc ça, il faut l'avoir. Mais après, pour défendre l'humain, eh bien, il faut connaître l'humain. Voilà. Bon, eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir répondu présent sur notre invitation. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, comme à notre habitude, on finit en musique. Aujourd'hui, tu as choisi Que ce soit clair de Paul Kalbrenner et Stromae. On envoie ça sur l'enceinte derrière nous. Et c'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci. Merci, Alexandre.
Et puis après, la musique, il la passe sur D'accord. le truc direct. Et puis là, on finit Ça caille bien, tranquillement. putain, je te Ah, ça remets caille ton bien. autre. Ouais, on est bien là. On est bien. On est bien. Ah là, comment Hein Ah oui, à un moment Putain, donné, le tour de magie. C'est un truc de malade. Ouais. Et j'aurais dit dame de carreau, c'était dame de carreau. je sais pas. Putain, Fou, je l'aime. Soit trop belle ou avancée, oui mais je m'en fous, je l'aime. Tel ou tel a dit ceci, ouais mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne, un peu comme un fou, je l'aime. Soit trop belle ou pas assez, oui mais je m'en fous, je l'aime. Tel ou tel a dit ceci, ouais mais je m'en fous, je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine ou qu'elle soit roumaine,